Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve pour une vidéo de qualité que je classerai dans la catégorie des analyses value, puisque notre participant a identifié de la valeur là où le marché n'en voit pas encore, parce qu'il connaît bien le secteur de l'entreprise qu'il analyse. Et on parle là d'une entreprise qui coterait à une valorisation qui est 2 fois moins élevée que sa valeur réelle, donc il y a peut-être des choses intéressantes là-dedans. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans le cadre du colloque que j'organise sur cette chaîne. Les participants m'ont envoyé des propositions sur le thème « Cette entreprise mérite votre attention ». Dans l'échange de leur participation, ils reçoivent un token qui leur donnera droit à une partie des revenus générés par la chaîne au cours de ce mois. C'est un peu comme une bourse qui encourage la création de vidéos de qualité et grâce à ce token, ils participeront également activement à l'organisation des prochains colloques. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous avez une playlist qui s'appelle Colloque Token où vous avez tout ce que vous avez à savoir sur ce projet et je vous laisse maintenant avec le participant. Salut à tous, moi c'est Gab et aujourd'hui on va parler d'une entreprise qui mérite d'être connue. Ok, ce mec-là il fait peur. Bon, on va parler aujourd'hui de John C. Malone et de Mike Freeze. On va parler de ces deux mecs-là. Alors, on va vite fait faire l'historique de John C. Malone parce que c'est intéressant, hein. Il a une tête de requin et c'est un requin. Mike Freeze, bah, il a une tête de requin aussi, hein, mais il a une tête de requin sympa, tu sais, un peu plus sournois, quoi. John C. Malone, tu vois que tu te demandes s'il est gentil ou s'il est méchant, quoi. On va répondre à toutes ces questions-là, quoi. Sont-ils gentils? Sont-ils méchants? Ça va être le sujet d'aujourd'hui. John C. Malone, déjà, qui est un ancien des laboratoires de Bell, qui a fondé Télécommunications Inc., avant de la revendre à AT&T pour 15 milliards de dollars dans les années 80-90. Et il a ensuite fondé une holding qui s'appelle Liberty Media. Il est aussi aujourd'hui actionnaire majoritaire chez Liberty Global, Curate, Discovery. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur une de ces entreprises. Mais laquelle, me demanderez-vous? On va s'attarder sur Liberty Global. Je vais changer le thème de la vidéo et je vais dire ceci. On entend souvent que on doit rester dans le cercle de compétences pour pouvoir investir correctement. C'est-à-dire qu'on connaît mieux les entreprises que le marché, blablabla. Je vais pas vous la refaire. Je pense que si vous êtes ici, vous connaissez déjà tous ces sujets-là de plus ou moins loin. Et donc j'avais envie de me prêter à l'exercice en fait. D'abord en explorant le cercle de compétences qui est le mien, à savoir les télécoms. Et oui, Liberty Global est une entreprise de télécom. Moi j'ai fait mes études là-dedans jusque fin 2022 et donc j'ai bossé pendant 3 ans, comptant la fin de mes études, pour des opérateurs de télécom. Quel autre type d'entreprise analysé dans ce contexte? Et alors pourquoi ça serait intéressant? On va parler d'élargissement du cercle de compétences ici, parce que je suis investisseur depuis 2 ans et demi maintenant, et je pense que ça vaut aussi le coup d'élargir ces compétences-là en s'intéressant à une holding. Première fois que je le fais de manière approfondie, la majorité des gens ne le font même pas pour une entreprise simple, alors pour une holding, laissons tomber, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'intéresser à Liberty Global. Donc Liberty Global, bah, c'est une holding des télécoms, comme on vient de dire, elle est domiciliée aux Bermudes, elle est cotée au Nasdaq pour 6,8 milliards de dollars, et n'a fait que 60% de retour en termes d'appréciation du capital depuis 2005. Donc pour l'instant, c'est pas reluisant, hein. Mais bon, on explore, on va bien voir ce que ça donne après. Elle possède un certain nombre d'entreprises, on voit que c'est en Europe, et en gros, il possède le numéro 2 Suisse Sunrise, le numéro 1 en Flandre en Belgique, je crois qu'il est numéro 3 national, Victor, il pourra peut-être nous confirmer ça ou pas. Virgin Media en Irlande, ils possèdent Virgin Media au complet en fait, mais ils ont splitté l'entreprise en deux, et donc ils possèdent Virgin Media qui est numéro 4, UPC, donc ils possédaient tout le groupe UPC avant, mais ils l'ont fait fusionner ou ils l'ont revendu depuis avec d'autres entités, on en reparlera plus tard. En Slovaquie, qui est un petit opérateur. Avec Telefonica, ils ont une joint venture qui s'appelle VMO2, donc Virgin Media O2, qui est numéro 1 et de loin en Angleterre. Et avec Vodafone, cette fois une entreprise anglaise, ils ont aux Pays-Bas une joint venture Vodafone Ziggo. Donc on voit qu'ils en possèdent 50% chacune. Et le reste, ils en possèdent 100%. Donc on va regarder un peu ce que disent Zone Bourse en termes de valorisation, de compte de résultats et sur le bilan. Et on va voir si on doit afficher un grand sourire ou tirer la gueule. Bon voilà, pour l'instant, ça donne envie de tirer la gueule, quoi. Regardez ça, la capitalisation qui est plus que divisée par 2, le PER qui fait du yo-yo et qui est surtout dans le négatif, un free cash flow yield qui passe de 10% à 3% en 2023,
Bon, par contre, ils rachètent énormément d'actions, mais on se demande d'où vient ce cash-là. Franchement, c'est abusé. Ils ont racheté depuis 2019 40% des parts. Et le cours de bourse, bon, bah, se casse un petit peu la gueule, hein. On voit que en 2020-2021, il y a eu un peu un effet Covid, parce qu'ils sont dans les médias. Mais 2023, c'est pas reluisant, quoi. Donc voilà. Je comprends pourquoi John C. Malone a fait cette tête sur ses photos. Moi, je ferai la même tête. Le compte de résultat, bon, bah là, on l'a vu avec le PER. Mike Freeze et son regard sournois nous réservent de très belles surprises avec ce parc Discovery. Et donc, c'est horrible. On voit que ça fait le yo-yo dans tous les sens. Alors, on peut se rendre compte quand même de pas mal de choses sur cette page. 1. C'est une holding. Ils font du buy and sell. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des résultats nets qui font la taille du chiffre d'affaires en 2019 et qui sont même plus gros que le chiffre d'affaires en 2021. Et c'est probablement aussi pour ça, mais aussi pour d'autres raisons, nous verrons, qu'ils ont des résultats négatifs le reste du temps. Bref, dans tous les cas, c'est dégueu, quoi. C'est très dégueu. Les prévisions des analystes sur les bénéfices par action, ça donne envie de vomir. Autant que le roller coaster ici, quoi. Quoique j'aime bien les roller coasters, hein, mais là, c'est un peu trop violent à mon goût. Chiffre d'affaires, moins 40%, EBITDA, moins 50%, résultat d'exploitation horrible. Mais là, on peut faire un point sur les télécoms. Tous ceux qui s'intéressent aux télécoms, il faut savoir que c'est très intensif du point de vue du capital. Il y a énormément d'investissements à faire, des gros capex. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après, ils ont mis leur réseau en place. Le réseau va pas disparaître du jour au lendemain. Il va continuer de rapporter de la thune. Néanmoins, bah, il y a énormément de dépréciation et amortissement. Donc ça, c'est un énorme impact déjà en termes de comptabilité, mais qui n'est pas représentatif des activités. Donc le plus intéressant déjà, c'est de se focus sur l'EBITDA quand on regarde une entreprise de télécom, parce qu'il y a énormément de dépréciation et d'amortissement. On verra que dans le cadre d'une holding, c'est un peu différent. Il faut pas juste regarder l'EBITDA de zone bourse. Et on verra aussi qu'il faut se concentrer sur le cash flow, parce qu'en fait, ils ont des cash flows positifs, mais qui a été divisé par 6. C'est horrible. C'est horrible, avec des marges ridicules maintenant. Donc quelle tête on tire? Toujours pareil, hein. Et pour le bilan, bon bah le bilan, c'est pas très reluisant. Bon, ils ont quand même diminué leur dette énormément, mais on voit que le levier est en hausse. Et puis ils ont de moins en moins de cash pour rembourser cette dette. Donc très compliqué, quoi. Ils ont moins d'actifs aussi, bah on a vu, hein, ils vendent des entreprises, donc ça a un impact financier énorme sur le bilan. Et par contre, on voit que l'actif net par action, il augmente très fortement, bah forcément ils rachètent des actions. L'actif a moins diminué que ce qu'ils ont racheté d'actions, donc l'actif net par action augmente, hein, et l'actif net par action est très élevé, très élevé. Et puis les capex, on voit que c'est relativement stable, c'est un peu en augmentation forcément, pas de beaucoup. Par contre, leur part dans le chiffre d'affaires, c'est monstrueux. Elle a presque doublé la part dans le chiffre d'affaires. Donc quelle tête on tire? Toujours pareil. Maintenant, on va s'intéresser un peu à ce qu'ils font, du coup. Bon, bah, c'est des opérateurs de télécom, c'est simple, hein, ils font de la téléphonie mobile et du réseau fixe. Alors, pourquoi je dis réseau fixe? Parce que on verra plus tard que le fixe, c'est pas juste de la téléphonie. Donc voilà, ils font de la 5G, toutes les autres technologies, mais pour la 5G, on peut faire un petit point, quoi. Ils ont 50% de la population anglaise qui est fibrée, 66% de la population suisse qui est fibrée, mais on a vu qu'ils étaient numéro 1 en Flandre, hein, et pas au niveau national, donc c'est quand même beaucoup, hein. Je sais pas trop comment ça se passe sur le marché belge. En tout cas, aux Pays-Bas et en Suisse, ils couvrent l'entièreté du territoire en termes de 5G. Et au niveau du réseau fixe, du coup, ce qui compte comme indicateur, c'est le nombre de maisons qui ont été passées. Donc là, on parle en câble et en fibre. On parle des deux. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit du câble, c'est souvent le last mile ou le dernier kilomètre, hein, qui reste à fibrer pour raccorder des maisons en fibre pure. Et donc, on appellerait ça du FTTH. Donc, leur objectif de 2023 à 2026, c'est de faire plus 6 millions de maisons passées. Et ils veulent en 2029 qu'il y ait 70% de l'entièreté de leur parc qui soit en fiber to the home. Donc, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, hein, c'est la fibre jusqu'à la maison. Donc, c'est le dernier kilomètre de fibre. Et leur stratégie, du coup, c'est de faire converger les deux. C'est la convergence fixe-mobile et de créer des champions là-dedans. Donc on va voir, pour l'instant, les champions, ils ont l'air d'avoir des petits bras, quoi. On va juste voir un petit exemple avec Sunrise en Suisse.
Donc Sunrise, c'est une entreprise qui est historiquement beaucoup plus positionnée sur le mobile, et UPC, qui est une entreprise qui appartenait déjà à Liberty Global, un gros groupe qui était multinational avant et qui appartient à Liberty Global, eux ils sont plus spécialisés sur le câble, hein. De la même manière que TCI, l'entreprise de Malone, c'était de la câblo-distribution, ils ont gardé un énorme pied là-dedans. Donc l'histoire, c'est qu'en 2019-2020, Sunrise voulait racheter UPC pour faire de la convergence fixe-mobile eux-mêmes. Liberty, du coup, content, on va pouvoir vendre notre business, c'est ce qu'on fait, on achète, on vend. Et c'est leur stratégie avec UPC, hein. Ils sont en train de vendre ou de fusionner tout le reste du groupe, ou en tout cas, ils en ont fait avec une bonne partie aussi. Ils ont vendu UPC Poland à Iliad, Xavier Niel, Free, tout ça. Donc Liberty propose un prix avec un premium, tout se passe bien pendant un certain temps, il y a tout qui est mis en préparation, etc. Jusqu'au dernier moment, un des actionnaires de Sunrise a refusé de faire la transaction parce qu'il trouvait que c'était trop cher. L'histoire s'arrête pas là. Liberty propose donc de racheter Sunrise. Et ça se passe mieux. Apparemment, le gros actionnaire était content comme ça. Et donc il y a un deal. Donc maintenant, Liberty Global possède Sunrise et UPC. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a vu tout à l'heure qu'ils font de la consolidation, convergence fixe mobile. Ils fusionnent les deux. Maintenant, Sunrise, il y a toujours sa couverture 5G là, à 99%. Et ils ont maintenant 80% de la population suisse qui est couverte aussi en fibre à 2,5 gigas. Avant, l'entièreté de ce qu'ils faisaient, c'était un peu comme Salt sur le haut débit, mais aussi pour le bas débit. C'était louer le réseau en propre de Swisscom pour l'utiliser et vendre des abonnements. Et donc ça coûte un sacré paquet de pognon, ça liquide la valeur ajoutée de Sunrise en fait chez Swisscom. Ce qui est normal, c'est Swisscom qui possède le réseau, c'est eux qui ont fait les investissements, c'est eux qui récupèrent une bonne partie du cash quand même, hein. Je veux dire, il y a pas de secret. Et ils ont effacé la marque UPC. Donc là, on peut faire un point sur les télécoms. Aujourd'hui, les télécoms, surtout en Occident, en Europe, c'est un marché très mature. C'est-à-dire que c'est un marché de distribution de cash. Et pour faire de la croissance, c'est très compliqué en fait. Les parts de marché sont fixes en règle générale dans le temps, hein. Elles dépendent de l'évolution de la population majoritairement, qui croît très lentement. En Suisse, c'est 0,8% par an de croissance depuis 30 ans, quoi. Depuis 20 ans, un truc comme ça. Et donc là où ça va se jouer, c'est sur la consolidation pour améliorer les marges et sur la technicité des produits, l'amélioration, mais il y a pas grand-chose à faire quoi pour augmenter le revenu. Donc c'est comme ça que ça marche dans le milieu des télécoms, hein. C'est de la fusion-acquisition à mort. Et deuxième levier, comme on vient de dire, effacement de la marque, c'est l'image de marque. L'image de marque, c'est hyper important, on le sait tous. En France, on se plaignait de SFR qui avait un mauvais service client. En Suisse, c'était UPC qui avait la moins bonne image. Donc, ils ont décidé de conserver uniquement la marque Sunrise et de regrouper tous les produits UPC chez Sunrise. Et donc, l'histoire s'arrête pas là, parce que maintenant, ils veulent spin-off Sunrise, c'est-à-dire que pour chaque action Liberty Global, ils vont créer une action Sunrise et la reverser aux détenteurs de l'action Liberty Global. Et au passage, ils vont injecter 1,7 milliard de cash qui viennent des free cash flow de Sunrise qui ne seront pas remontés à la holding, de la vente d'une filiale qui s'appelle All3 Media, qui appartient aussi à Liberty Global, et de cash qu'ils ont à disposition, 1 milliard. Alors on se demande d'où il vient ce cash, vu la balance qu'on a vue tout à l'heure sur le bilan et les free cash flow qui sont en berne. On se demande comment ils peuvent se permettre de laisser 1,5 milliard de francs suisses à Sunrise. Sunrise, d'un autre côté, on attendrait une distribution sur les 400 millions de free cash flow qu'ils sont capables de générer de 240 millions d'euros par an. Sur la market capitalisation de Liberty Global, ça fait déjà 3,5% de rendement. Donc c'est monstrueux. On se demande encore une fois d'où vient tout ce cash. Quand on a vu les résultats présentés par Zone Bourse, on se dit qu'il y a un loup. Et vous auriez raison. On va juste faire un petit point sur d'autres mouvements d'agilité financière dont sont capables nos deux amis John C. Malone et Mike Fries. Ils vont vendre All3 Media, qui est une joint venture entre Liberty Global et Warner Bros. Discovery, encore eux, pour presque 1,2 milliard. Donc c'est 12 fois les l'EBITDA et ils vont retirer à peu près 400 millions. On a dit que ces 400 millions, ils allaient financer l'apport de cash à Liberty Global. Alors, un petit point juste sur l'apport de cash et toute cette transaction-là. Ici, ils s'attendent à ce que pour les actionnaires US,
cette transaction soit tax-free. Et donc c'est là tout l'intérêt des holdings et de ces manipulations financières, d'être dans les Bermudes et tous ces trucs-là. C'est la partie compliquée, mais en même temps c'est la partie rentable d'avoir une holding qui fonctionne bien. Et donc ils espèrent que ça soit pareil pour les autres juridictions, pour les actionnaires des autres pays, quoi. Mais ils sont pas sûrs. Après ils peuvent pas le faire pour le monde entier. C'est des Américains, ils protègent les intérêts des Américains, et ensuite ils voient pour le reste. Mais ça reste des entrepreneurs, donc ils veulent du retour à l'actionnaire, hein. Ils sont très très orientés vers l'actionnaire. Troisième exemple de manipulation financière, entre guillemets, hein, parce qu'après, bon, c'est aussi de la consolidation de marché, hein, sur le plan concret. Mais en gros, ils vont créer une holding intermédiaire pour rassembler leurs activités des Pays-Bas et de Belgique, pour apporter des synergies, pour permettre plus d'options financières et pour apporter un peu de croissance potentielle avec de la digitalisation, développer les réseaux et des choses comme ça. Donc je ne sais pas exactement comment ils comptent s'y prendre, mais voilà, ici vous avez un peu des informations sur lesquelles vous pouvez vous attarder si vous le souhaitez. Pareil, Telefonica, Liberty Global, ils ont VMO2. Ils vont créer une joint venture qui s'appellera Nexfibre, ensemble, avec Infravia, qui aujourd'hui fibre 1 million de maisons directes et qui compte en fibrer à peu près 7. Donc énormément de croissance, hein, qui reste sur la fibre. Et ils vont séparer UK Netco, qui est le réseau en fibre de Virgin Media O2, dans une autre entreprise qui aujourd'hui fibre 16 millions de maisons, dont 3 millions en direct, et leur objectif, c'est que tout soit en direct. Donc c'est beaucoup, hein. Là, ça ferait x5 le nombre de maisons en direct. Et ce qui va en résulter, alors ça, c'est un mouvement qu'on peut voir assez globalement chez les opérateurs de télécom, c'est qu'ils deviennent, entre guillemets, asset light, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils se débarrassent de leurs actifs pour ne garder que les opérations. Ils louent ces actifs plutôt que de les avoir en propre et de les maintenir en propre. Donc on a vu ça avec les sites mobiles, tout ce qui est immobilier, ils ont vendu à des towerco, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, ils font de même avec les réseaux en fibre ici. Et l'objectif, du coup, ça sera que les activités d'opérateurs de Virgin Media vont financer ces réseaux-là en les louant. Et peut-être que ça permettra aussi à ces réseaux d'être loués à d'autres opérateurs. Je sais pas exactement comment est-ce qu'ils vont faire, mais en gros, c'est un peu ça le topo. Donc maintenant, on va se demander, poubelle ou pas? Parce que si on se rappelle des chiffres de zone bourse, bah on tire cette figure-là, quoi. Par contre, si on s'intéresse un petit peu à ce que les chiffres de zone bourse nous montrent en réalité, les chiffres de zone bourse ne montrent qu'une partie des activités, à savoir les activités qui sont détenues à 100%. Le reste, 50%, en fait, bah, tant que ça fait pas 50,01% de propriété d'une entreprise, vous n'avez pas à consolider les résultats dans les rapports financiers. Bon, ils le font quand même pour nous, hein, mais je veux dire, sur le plan officiel, c'est uniquement les activités qui sont majoritaires, qui sont consolidées dans les rapports financiers. Et Zone Bourse ne nous présente que ça. Donc il faut faire attention quand on étudie holding sur Zone Bourse. Donc moi je dis pas poubelle en fait. Moi je dis pas poubelle parce qu'en fait ce que Zone Bourse nous montre, c'est que 30% des activités quand on regarde. Si on prend Vodafone Ziggo, bah, c'est 7 milliards encore. Donc c'est 50% de ce que Zone Bourse nous montre déjà. Et puis ensuite il y a 4 fois plus gros. Et c'est VMO2. Au total, ils ont 45,6 millions d'abonnements, les mecs, quand même. Donc c'est énorme. On va s'intéresser un petit peu à la structure de leurs opérations, du coup. Leurs abonnements, ils font du mobile et du fixe. Donc le fixe, on appelle ça Revenue Generating Unit, on va voir en fait, parce que ça se découpe en plusieurs segments. Il y a le segment de la téléphonie qui est en déclin, le segment de la vidéo qui fait pas des grosses marges et qui est un peu compliqué en ce moment, surtout depuis quelques années avec le streaming Netflix qui se développe. Alors ils essayent de prendre le pas sur ça, mais Netflix a ce qu'on appelle l'avantage du premier arrivé, que les opérateurs de télécom ne rattraperont probablement jamais. Mais ils peuvent faire un peu de concurrence, ramasser des miettes par-ci par-là, si on peut appeler ça comme ça. Je pense que c'est pas que des miettes, quoi, hein. En moyenne, chacun de ces trucs-là, c'est 25 € par mois, hein. Donc après, ils font des bundles, donc ça réduit les prix pour les clients, ça augmente leur marge pour eux, et c'est ça leur objectif. Et puis, autre point sur les bundles, bah ça rend la résiliation plus compliquée. Donc en fait, leur but, c'est de vendre tout d'un coup. C'est que le client, il achète mobile, fixe, et quand il achète fixe, téléphone, vidéo, internet. Et donc voilà, au global, bon bah ils ont 60% de mobile, 42% de fixe, incluant 10% de téléphonie, donc on voit que c'est beaucoup moins probablement qu'avant, 15% de vidéo et 17% d'internet.
Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau du chiffre d'affaires ce que ça donne. Donc, quand on regarde en utilisant ce qu'ils appellent l'ARPU, donc c'est l'Average Revenue Per User, ils ont des ARPU par mois, donc il faut multiplier par 12. Si vous regardez les rapports financiers, l'ARPU il est mensuel. Et quand on fait x12, ben sur les revenus du réseau fixe, ils font 5,8 milliards. Et sur les abonnements mobiles, ils font du 8 milliards par an. En fait, en 2023, ils ont fait 13,7 milliards de chiffre d'affaires, soit 2 fois plus que ce qu'on voyait tout à l'heure sur Zone Bourse. Important. Maintenant, on va s'intéresser, on a dit qu'on était dans les télécoms. Les télécoms, c'est un milieu qui rapporte énormément de cash. Une fois que tu as ton réseau, une fois que tu as investi, tu as des grosses dépréciations, certes, mais c'est pas du cash en moins. Donc il y a énormément de cash qui tourne et on va voir combien. Si on exclut une erreur, je sais pas si c'est une erreur de management ou si c'est un retard qu'ils ont eu, enfin bref, ils avaient pas anticipé une partie des taxes qu'ils devaient payer, dues à des activités au Japon, si j'ai bien compris. Et donc ça fait 1,7 milliard de free cash flow. En comptant cette petite erreur, ça fait 1,4 milliard de free cash flow. Quand on compare au chiffre d'affaires, on est à 12,4 et 10% de marge. Donc c'est quand même énorme, hein. Il y a pas beaucoup de business qui font du 12,4, du 10% de marge. Donc tout à l'heure, on voyait que c'était une entreprise pas qualitative, mais en fait, ça commence à être intéressant, quoi. Et ça fait 25% de la capitalisation ou 20% de la capitalisation. Ça veut dire que vous achetez du Liberty Global. Si les free cash flow restent stables, vous vous remboursez en 4 ans, 5 ans. C'est vraiment pas cher. De ce point de vue-là, en tout cas, c'est pas cher. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Donc on va voir ce qu'ils font un peu de ce cash qui fait sourire John C. Malone, ce cash qui me fait sourire aussi, même si je suis pas actionnaire, mais on verra après ce que j'en conclurai là-dessus. Donc avec ce cash, ils rachètent des parts. On a vu depuis 2019 40% des parts, mais en fait depuis 2017 c'est 60%, 14 milliards. Et puis ils le redistribuent aussi au travers des actions comme ce spin-off par exemple. Ils vont spin-off Sunrise en injectant 1,7 milliard de cash qui serait tax-free pour les personnes qui habitent aux États-Unis. Maintenant, pour les actionnaires de Liberty Global pur, ils vont racheter encore 10% des parts cette année. En tout cas, c'est leur intention, jusqu'à 10% des parts pour environ 800 millions. Autre point, donc on vient de voir ici, regardez, en bas à gauche, 14 milliards de buyback, mais en fait, ils ont beaucoup plus de free cash flow que ça. Sur les 2017-2023, en 6 ans, ils ont fait 4 milliards de free cash flow par an, en moyenne, hein, on dirait, en comptant les achats-ventes d'entreprises, en gros. Et donc, comment ils font pour l'investir? Ben, ils rachètent des parts, ils font des fusions-acquisitions. Ici, depuis 2017, c'est principalement Sunrise, hein, les 3 milliards qu'on voit ici. Et puis, ils réinvestissent dans des ventures et ils gardent du cash. Donc, les ventures, on va voir un petit peu de quoi elles sont composées. Donc, ils investissent dans la tech, dans la production de contenu, dans la production d'infrastructures et dans des finances. Alors, la tech, c'est pour supporter les activités de leurs champions de la convergence fixe-mobile. Le contenu, bah, ça passe par les réseaux de ces champions fixe-mobile, aussi bien que cette vidéo, pour l'exemple, ou n'importe quel truc qui passe par Internet, quoi. Internet, sans les opérateurs de télécom, il n'y a pas Internet, les mecs, hein. Donc c'est une industrie qui a l'air ennuyante, mais c'est une industrie qui est essentielle aujourd'hui à l'infrastructure mondiale de l'économie, quoi. Et puis bon, bah, ils font un peu de data center, d'IA, on va pas s'attarder trop là-dessus. On va conclure avec cette slide qui représente le point de vue du management sur Liberty Global et sur la capitalisation de Liberty Global. Et donc en gros, ils pensent qu'il y a 3,4 milliards de cash, 700 millions d'entreprises qu'ils ont, plus les ventures, bon, bah, ils sont à 3 milliards à peu près. Mais quand on regarde, on compte pas là-dedans les opérateurs de télécom dont on vient de parler, qui génèrent 1,7 milliard de cash flow, ou 1,4. Si on regarde en déduisant tous ces facteurs-là, ça représenterait que 700 millions dans la valorisation de 6,7 milliards de Liberty Global. Et donc ils pensent que les opérateurs qu'ils possèdent, en fait, valent 10,5 milliards, pas 0,7. Ce qui fait que le calcul final pour eux de la fair value, de la valeur juste pour Liberty Global, ça serait plus 48 dollars, 20. Donc en gros, ils s'attendent à ce qu'on fasse du x2,4 en fait dans le temps qui vient. Donc ils peuvent le faire de plusieurs manières. Ils ont dit, hein, ça sera pas nécessairement que au travers de l'augmentation du prix de l'action.
Ça sera aussi au travers de la redistribution de cash, notamment au travers des spin-offs, le rachat d'actions, etc. Mais donc, c'est une entreprise qui est très intéressante. Moi, après avoir vu tout ça, je pense que je vais mettre des billes dedans. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Je vous mettrai les liens, en tout cas, je les passerai à Victor pour qu'il puisse vous les donner pour que vous puissiez faire des recherches plus approfondies. Et puis, dernier point important, hein, que ce que vous faites avec votre pognon, cela ne nous regarde pas. Voilà. Bonne journée à tous. Et bien voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à encourager ce projet en aimant cette vidéo, en la commentant et en la partageant. C'est comme ça que progressivement, on va pouvoir créer une communauté de créateurs au service de l'éducation financière et de la culture entrepreneuriale. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.